Une personne peut vivre longtemps, en bonne santé avec le VIH. Le VIH ne tue pas, c'est qui tue, c'est les sida. Il y avait un de parents qui a été déclaré VIH positif. Et à l'époque, j'étais gamine, je jouais à la garde malade. Et en jouant à la garde malade, il s'est fait que j'utilisais les objets tranchants, genre la brosse à dents, surtout la brosse à dents. C'est à 16 ans que j'ai conscientement su que j'étais séropositif. Et j'ai compris la raison de mes maladies d'enfance, pourquoi j'étais tout le temps malade, pourquoi, jusqu'à commencer les traitements. Vous avez fait combien d'années déjà avec les virus? 29 ans. Ok. 29 ans. 29 ans. De 8 ans, aujourd'hui j'ai 37 ans. Ben, je suis en très bonne santé. Je suis heureuse. Bienvenue à tous, fidèles téléspectateurs des Méta Raconte. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui encore, nouvelle histoire, nouvelle invitée. Qui est-elle? Pourquoi elle est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Bonjour Madame Dorcas. Bonjour Méta Raconte. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Moi, je suis très heureuse de vous recevoir sur notre plateau parce que je crois que votre témoignage va parler à plusieurs personnes et aussi va aider plusieurs. Alors avant que nous puissions évoluer, vous pouvez vous présenter? Voilà, merci beaucoup Méta Raconte pour l'invitation. Je suis Madame Dorcas Ndosima. Je suis activiste libérale, je dois préciser. Et je évolue dans la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est un peu ça, si je peux dire. Je suis femme, comme on le voit, et je suis mère. Donc, c'est un peu ça, si je pourrais m'arrêter là pour la présentation. C'est quoi votre histoire? Voilà, mon histoire, j'irai directement pour ne pas tourner en rond. Je dirais que je pourrais me présenter comme une personne vivante avec le VIH. Je pense que quand je dis le VIH, les gens comprennent, ou encore j'aimerais préciser le VIH-Sida. Parce que jusqu'à nos jours, dans mon pays, il y a une petite confusion. Quand je parle de mon pays, c'est pour dire que je suis congolaise, de père et de mère. Voilà, et j'aimerais dire que jusqu'à présent, dans mon pays, il y a une petite confusion quand on parle du VIH et du sida. Mais dans mon histoire, aujourd'hui, j'aimerais un peu relater qu'est-ce qui est le VIH, qu'est-ce qui est le sida. Je vais commencer par le VIH. Le VIH, en fait, c'est juste le fait d'avoir un virus dans son corps. Nous connaissons tous la définition du virus immunodéficient. Virus immuno-humaine. Que fait le VIH dans nos corps? Le VIH a pour rôle d'éliminer nos anticorps. Les anticorps, ce sont ce qui nous rend forts. On peut faire un mot de tête, une fièvre. On s'est dit que je cherche du paracétamol pour prendre et après, je ne trouve pas du paracétamol. Ça nous arrive tous. Et je me dis, je vais dormir. Quand je vais me réveiller, je vais prendre du paracétamol ou bien je vais envoyer quelqu'un acheter. Mais tu dors et puis, voilà, tu te réveilles, pouf, la fièvre est repartie. C'est pas de la magie. Ce sont les anticorps qui ont combattu la petite virus de fièvre qui voulait combattre le corps. Et voilà, tu es guéri. Maintenant, le VIH, c'est qu'il fait quand il s'introduit, quand il entre dans le corps d'une personne, il commence à éliminer ses anticorps. Quand il élimine un anticorps, lui, il se multiplie. Au fur et à mesure qu'il se multiplie dans ton sang, au fil du temps, il devient nombreux. Et c'est quand il devient nombreux que tu vas faire ce qu'on va appeler le sida. Le sida qui veut juste dire syndrome immunodéficience acquise. Donc, en français court, on va juste dire les signes de la maladie. Donc, les signes qui accompagnent le sida, genre, la personne qu'on parle maintenant, ce ne sera plus une personne qui est en bonne santé, mais ce sera une personne avec tous les signes visibles. L'amaigrissement, le diarrhée, il y a même la peau qui peut avoir la gale,
Et cette personne-là est alitée, grabataire sur le lit d'un hôpital. C'est lui qu'on appelle un sidatique. Je pense que par là, j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent comprendre la différence entre une personne qui vit avec le VIH et un sidatique. Ouais. Donc, c'est vraiment une confusion qu'on doit évacuer dans nos têtes. Une personne peut vivre longtemps, en bonne santé avec le VIH. Contrairement à une personne qui a déjà fait le sida, cette personne, sur le lit de l'hôpital, si on n'a pas soigné, si on a vraiment intervenu avec tous nos moyens et que ça n'a pas marché, peut-être parce que le virus avait déjà trop rongé, cette personne-là s'attend à la mort. Donc, le VIH ne tue pas, ce qui tue, c'est le sida. Et il faut éviter de faire le sida. Comment vous avez eu le VIH? Merci. Je veux d'abord expliquer comment se transmet le VIH. Nous avons 3 canaux de transmission. Nous avons la voie sexuelle. Je veux dire, tout rapport sexuel non protégé avec un partenaire positif, cela expose à la contamination. En second, nous avons tout objet tranchant, la voie sanguine, tout objet tranchant souillé, nous avons là la transfusion, nous avons l'utilisation d'outils en commun qui a déjà le virus. Ça nous expose aussi. Et la troisième, qui est le dernier, c'est la voie latérale, de la mère à l'enfant. Et parmi ces 3 voies, moi j'ai eu le VIH, c'est avec la deuxième. Il y a à l'âge de 8 ans, je me rappelle de l'histoire parce qu'on me l'a relaté par une parente aussi. C'était à l'âge de 8 ans où tout a commencé. Il y avait un de parents qui a été déclaré VIH positif. Et à l'époque, j'étais gamine, je jouais à la garde malade. Et en jouant à la garde malade, il s'est fait que j'utilisais les objets tranchants, genre la brosse à dents, surtout la brosse à dents. Parce qu'à cet âge-là, je devais aller à l'école, je devais utiliser la brosse à dents 2 fois rapidement. Je ne trouve pas le mien. Je prends celui du parent là qui était malade, que j'accompagnais pendant ces maladies. Et il y avait aussi des moments de nervosité. La personne était obligée de me mordre avec toute colère, quand peut-être qu'elle a fait le besoin dans son corps et qu'on t'appelait à un long moment pour viens enlever ça. Et étant enfant, je jouais peut-être quand tu arrives avec cette colère-là, il était mort et puis ben voilà. C'est l'histoire qu'on m'a relatée, c'était à cet âge-là que j'ai été victime ou bien j'ai attrapé le virus. Donc c'était de 8 à 10 ans et c'est à 10 ans que ses parents sont partis. L'histoire m'a été révélée en son entièreté, c'est à 16 ans que j'ai conscientement su que j'étais séropositif. Pourquoi? Parce que toute mon enfance, il y aura peut-être des gens qui vont nous suivre, qui me connaissent. Je vécu Tchango. Oui, je vécu Tchango. Et à Tchango, il y avait même sur notre avenue un papa qui m'appelait, je ne sais pas si je peux utiliser lingala, le terme qu'il utilisait. Il me disait « Yo, kolia pao ». Tellement que la maladie, j'avais vraiment perdu, je pourrais dire même que j'allais vers le kwashiorkor. Et j'étais tout le temps malade. Chaque fin du mois, j'étais tout le temps malade. Je me rappelle même que Marat m'avait surnommé les 30. Parce que quand on commence à attendre le 28, le 29, j'ai commencé la maladie. Et ça doit toujours finir à l'hôpital. C'est quand maintenant on m'a relaté... Pendant 6 ans? Non. Oui, de 8 à 6 ans, j'étais tout le temps malade. Oui, tout le temps malade. Ça, je le reconnais même. Il y a ma famille biologique qui connaissent tout ça. Et quand la parente qui m'a relaté, parce que je me posais des questions, je suis venue à Kinshasa. C'est vrai que j'ai eu le temps d'aller à l'étranger et tout. Bon, quand je suis revenue à Kinshasa avec tous ces troubles-là, parce que là, j'avais déjà un bébé qui était en bonne santé, mais il y avait une confusion entre moi et son père parce que le papa n'était pas positif. Donc par là, j'introduis déjà pour dire que je vis dans un couple discordant. Mon partenaire n'était pas positif et ça a fait un peu de trouble. On a quitté le pays où nous étions pour venir à Kinshasa pour savoir mais qu'est-ce qui se passe. C'est là où on me relate cette histoire. Et j'ai compris la raison de mes maladies d'enfance, pourquoi j'étais tout le temps malade, pourquoi, jusqu'à commencer les traitements. Pourquoi. Donc, j'avais une réponse.
bon, il y a quand même quelque chose que j'ai pas très bien compris, c'est que pendant 6 ans, Oui. vous avez le VIH, mais ça vous a pas complètement détruit. Voilà. Le 6 ans, oui, j'ai prenais tout le temps les médicaments. Mais vous savez Je ne pas. savais pas, oui. Je ne savais pas pourquoi je prenais tout le temps les médicaments. Pourquoi j'étais tout le temps malade. Moi, je n'ai jamais fait une maladie que, comme les autres, c'était, on te donne juste du paracétamol, c'est fini, non. Pour moi, ça finissait toujours par des hospitalisations. Et je prenais les médicaments que je ne pouvais pas. Bon, moi, je suis malade. Pour qu'à la fin du mois, je ne tombe pas trop malade, je dois continuer à prendre les médicaments. En fait, c'était ça. Ah, d'accord. Même quand vous grandissiez, vous n'étiez pas curieux d'aller voir sur Internet si vos médicaments servaient à quoi? C'est aujourd'hui que les enfants connaissent Internet. Nous, à l'époque, est-ce qu'on était vraiment trop Internet? À l'époque, on n'était pas trop Internet. D'ailleurs, je me rappelle que même pour poser des questions, mais pourquoi tout le temps, je n'arrivais pas. Pour moi, je trouvais que bon, je suis maladif, c'est tout. Ah, d'accord. Et comment ça s'est passé lorsqu'on vous raconte l'histoire et qu'on vous annonce que vous avez le VIH? J'ai cru voir tout s'écrouler parce que je me disais, cet homme m'a pris vierge. Et là, je comprenais un peu la leçon du VIH, mais du côté sexe toujours, parce qu'à l'époque, quand je l'ai découvert, je ne savais pas toute la notion que j'ai aujourd'hui. Ce qui est aussi pour plusieurs personnes qui ne savent pas que le VIH n'est pas égal au sexe. À l'époque, c'était aussi comme ça pour moi. J'accusais une personne pour dire qu'il m'avait contaminée. Et soudain, je vis comme si tout s'arrêtait, que c'est une maladie, consciemment comme ça, qui n'avait pas de médicaments, sans pour autant savoir que le médicament que j'ai toujours pris, c'était des médicaments qui m'aidaient à survivre. Ok. Et c'est même à ces moments-là que je me suis décidée de connaître vraiment qui est le VIH. Que je me suis décidée, engagée, de savoir est-ce que j'ai encore des chances pour vivre. Et si j'ai des chances pour vivre, qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'ai maintenant un enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant pour que, même si je mourais, que cet enfant ne souffrait pas? Ok. Mais il faut se souligner que votre bébé n'a pas de VIH. Voilà, je vais arriver parce que je n'ai pas seulement un bébé, j'ai 2 enfants. Ma première fille, elle a 16 ans, en bonne santé. Et j'ai un bébé de 3 ans aussi, qui est en très bonne santé. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis en train de précéder les choses. J'ai parlé de la voie de contamination et je dois parler de la prévention aussi. J'ai déjà expliqué le VIH dans sa généralité parce que moi, j'ai été formée par MSF. Tout ce que je dis, c'est tout un syllabus qu'on a introduit dans ma tête. Je fais des sessions à l'hôpital. Donc, pour dire que j'ai caché d'autres présentations, ce que je fais déjà dans les pays. Je suis en train de travailler dans le VIH avancé. Donc, les patients que nous prenons qui font la maladie, les patients qui font le sida, nous sommes à l'hôpital de l'Armée d'Issali avec le gouvernement, bien sûr, et le Fonds mondial. Nous accompagnons ce malade de la phase sida. On remet sous traitement ou on introduit sous traitement et la personne redevient normale. Comment? Parce que je vais rappeler qu'à 2017, je fais le sida aussi. Ah bon? Oui, je fais le sida. Je fais le sida quand ma fille s'est fait, ma première fille s'est fait kidnapper. Oui. Elle était ma force et elle était même la raison pour moi de prendre mes ARV. Quand je me suis décidée consciemment que oui, il y avait quand même un produit qui pouvait me garder en vie et en bonne santé, j'ai commencé encore le produit consciemment. Et après quelques temps, ma fille s'était fait kidnapper par son père, je dois préciser, qui est un Nigérian. Et elle est partie. Et je ne voyais plus de sens à mon témoignage parce que quand je parlais aux gens que tu peux prendre le médicament, avoir une vie normale comme tout le monde, moi j'ai ma vie, je présentais mon enfant, ça faisait une force pour moi. Et quand elle est partie, c'est là où j'ai arrêté avec le médicament et j'ai fait le sida. J'ai pesé 95 kilos. J'ai fondu jusqu'à 58 kilos.
Ok. J'ai des dossiers à l'hôpital de l'Armée du Salut et à l'hôpital Saint-Pierre, là où je suis prise en charge. Il y a mes documents qui sont là depuis le jour où j'ai repris les traitements. Et je me suis engagée à lutter contre cette maladie. Bon, on va y arriver. On rentre un peu en arrière. Lorsque vous avez eu la conscience, lorsqu'on vous a dit que vous avez le VIH, Oui. vous avez vécu un moment de dépression. Comment c'était la première période où vous avez su que vous avez le VIH? Trop mal. Désespoir. Pleurs. Je pourrais pas dire esprit de suicide parce que j'étais déjà responsable de moi-même. Okay. Mais il y avait dépression, je me rappelle. C'était pas facile à supporter, c'était de pleurs tous les jours qui m'ont enfoncé aussi, bien sûr. Ce n'est pas facile d'apprendre que tu as une maladie que tout le monde condamne. Ce n'est pas facile. Parce que déjà, mon entourage, mon pays, la tradition de mon pays, la religion de mon pays, beaucoup plus, disaient que le VIH était lié au sexe. Et je me demandais, est-ce qu'on me croirait que je n'ai jamais connu des hommes pour avoir cette maladie? Avant de connaître la vraie histoire, c'était un trouble pour moi. C'était du traumatisme. Je n'arrivais même pas à me retenir. Je sentais comme si voilà, tout s'enfonçait, tout s'écroulait. Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous sortir de cette dépression et être aujourd'hui la femme que vous êtes? Merci. C'est l'information. Ok. De nos jours, moi, j'ai toujours dit, ce qui bloque même, c'est que le VIH ne soit plus comme un tabou dans notre pays, parce que là, je parle de la RDC, c'est l'information. Il y a un adage qui dit mon peuple périt faute de connaissances. Oui. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Oui. Je vais souligner que je suis une chrétienne d'une chantre. Une chantre, ouais. Je chante pour le Seigneur. Oui. Pas une chantre Yassimanda, quoi. Hein? Je chante pour le Seigneur et il y a beaucoup qui me connaissent. Il y a quelques jours passés, nous avons rendu hommage à notre grande sœur Lissi Kunda. Et à son âme qui venait de nous quitter. Donc, c'est pour dire que je ne suis pas une chantre Yassimanda, que je chante pour le Seigneur de toute ma force. Et ce qui manque dans mon pays, c'est l'information. D'accord. Quand vous avez commencé à faire des recherches sur votre maladie, c'est comme ça que petit à petit, vous avez commencé à vous remettre. Oui. Après, vous avez mis au monde votre fille. C'était avant l'accouchement ou après? Bon. Oui. Je me suis décidée de lutter contre le VIH, c'était après la naissance de Grace. Ok. Parce que Grace, elle est née en bonne santé et je prenais déjà le médicament. Mais de mon côté, toujours avec crainte, et quand je me suis mise à faire des recherches, à savoir réellement qui est cette maladie, j'ai trouvé que ce qu'on nous disait hier dans l'entité, que le sida tuait. Les sida, une femme qui a le sida ne peut pas mettre au monde. Et je voyais que tout ça était contraire à ce que moi j'étais en train de vivre. Oui. J'ai eu mon enfant par voie basse, en bonne santé. J'ai vu qu'en prenant mes ARV, j'étais forte, je pouvais tout faire. Et j'ai continué à savoir. Et puis, je me suis attachée aussi aux hommes de Dieu parce qu'on disait autre chose que comme moi, je l'ai et que mon partenaire ne l'a pas, donc Keza Yakindo, qui c'est spirituel. Mon pasteur m'a dit le contraire. Okay. Mon pasteur m'a dit oui. Les recherches prouvent qu'il y a des personnes qui n'ont pas de récepteurs. Il y a la discordance dans le couple. Et toutes ces recherches-là m'ont permis à me ressaisir et maintenant à faire face contre cette maladie qui voulait me ronger, à lutter contre cela et aussi à informer les autres qui ne sont pas au courant de la nouvelle information, mais de nouvelles informations qui sont reliées à cette maladie. Et vous avez su au même moment avec le père de Grace que vous avez le VIH, ou c'est vous qui l'avez annoncé? Oui, moi je l'ai annoncé parce que j'étais petite, je prenais les médicaments et comme je lui ai annoncé avant que voilà, moi je suis comme ça. D'ailleurs, j'aimerais par là directement expliquer comment ça se passe avec le VIH. Même de nos jours, nous avons la loi qui nous protège. Okay. Je crois que j'avance les choses, mais c'est souvent comme ça, on va commencer à revenir. Dans la loi qui nous protège, elle dit, moi qui connais que je suis VIH positif, je ne peux pas aller vers un partenaire sans l'informer
que j'avais le VIH. Parce que si j'ai contaminé une personne consciemment, je mérite la prison. Oui. Surtout quand je n'ai pas une bonne adhérence. Mais du moins, j'aimerais expliquer aussi ce qui me rend forte aujourd'hui, c'est ma bonne adhérence. Okay. Avoir le VIH, oui, c'est parce que j'ai été testée VIH positif. Ça, c'est le premier 95 de l'ONU-SIDA qui demande à ce que la population congolaise, sur les 100% d'habitants, ou bien les 100% de Congolais, il faudrait avoir 95% qui puissent connaître leur statut sérologique. Et une fois dépisté VIH positif, il faudrait prendre ses ARV et bien le prendre. C'est ce qu'on appelle une bonne adhérence. Après la bonne adhérence, c'est ce qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui, la suppression de la charge virale. Moi, j'ai une charge virale supprimée, donc le virus dans mon corps ne bouge même plus. Je ne peux pas dire qu'il est mort parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un produit qui peut tuer les virus dans mon corps, mais au moins les antirétroviraux que je prends ont fait en sorte que le virus est assommé. Il n'est plus actif, donc je ne peux plus contaminer. Et quand vous l'avez annoncé que vous avez le VIH, comment était sa réaction? Bon, pour lui, il était positif. Il m'a accompagné. Okay. On a, de nos jours, nous avons la clinique juridique pour les partenaires en couple discordant. Nous avons un document qu'on signe parce que la plupart des partenaires ont souvent fait du chantage ou ont souvent rendu malheureux ou malheureuse d'autres partenaires. Là, je parle de moi parce que je suis femme. Mais nous avons aussi des cas des hommes, couple discordant, où c'est l'homme qui est positif et une femme qui dit que non, je l'accepte comme ça. Souvent, pour éviter du chantage, on va avec ce couple à la clinique juridique. Et c'est la clinique juridique maintenant qui accompagne le couple à vivre dans des conditions qu'il y a d'abord le respect des normes. Parce que nous ne sommes pas des couples comme tout le monde, je peux dire. L'aspect du virus dans nos sangs fait en sorte que ça peut sembler être comme une faiblesse pour un partenaire qui n'est pas comme nous. Mais ce qui est mieux, c'est au départ d'annoncer à son partenaire ce que nous avions. Ok. Et même vous-même, vous n'avez pas peur quand vous étiez en train de l'annoncer? Bon, oui. Okay. La peur, c'est de se faire rejeter. Ouais. Parce que je dois avouer que jusqu'à nos jours, dans mon pays, la RDC, il y a cet aspect-là de discriminer, de stigmatiser, de rejeter, oui. Ça, c'est d'ailleurs dans le monde entier. C'est pas seulement en RDC. Le fait de se prononcer qu'on était VIH positif chez des personnes qui ne sont pas informées, de voir des contaminations et autres, ça amène toujours à la discrimination. Et c'est même la raison que plusieurs personnes qui vivent avec le VIH aiment se taire. Parce que ce que nous avons toujours voulu, c'est avoir des personnes autour de nous, nous offrir l'amour. L'amour, pas genre amour entre partenaires intimes, mais amour fraternel. Parce que déjà, psychologiquement, nous souffrons. Nous sommes là à lutter, à prendre le médicament tout le jour de nos vies. Et c'est comme une faiblesse pour nous. Et quand autour de nous, on n'a personne pour nous faire rigoler, pour nous dire que ça va aller, ça ira, donc on est faible. Mais souvent, malheureusement, c'est ce que nous racontons dans la vie, dans nos vies quotidiennes, quand on dit à quelqu'un, ben voilà, tel que je suis là, moi je vis sous ARV, je suis VIH positif, la personne, pardon, bah, danger. Parce que la personne n'est pas informée. Raison pour laquelle Dorcas, quand elle est venue avec son histoire chez Meta Raconte, premièrement, c'était pour apporter l'information, la vraie information. Que dit la vraie information? À part ces 3 canaux de transmission, il n'y a pas une autre. Pour les gens qui rejettent, genre, je ne vais pas mettre son vêtement, je ne vais pas manger avec lui, je ne vais pas, genre, mais aller à la piscine avec ça, vous nous tuez à petit feu. Parce qu'on peut se baigner dans la même piscine, on peut porter les mêmes habits, on peut manger ensemble, on peut avoir des accolades. Nous n'allons pas contaminer.
On peut avoir des relations intimes si on a une bonne adhérence, qu'on a déjà supprimé notre charge virale. On ne peut pas contaminer. Ok. Yeah. Donc, après, quelques années après, on enlève votre fille. C'est comme ça que vous retombez, on peut dire ça comme ça, dans la dépression, vous vous abandonnez. Là, j'étais carrément devenue folle. J'avais fait un toxo cérébral. J'étais vraiment à moitié folle. Je fais la tuberculose. En gros, j'ai fait le sida. L'amaigrissement, depuis moi, je n'ai pas ce corps-là, mais depuis que j'ai fait la maladie, je ne me reprends pas. Parce que ce n'était pas facile pour une mère qui était trop attachée à son enfant, soudain comme ça. Elle n'est plus là. Ce n'était pas vraiment facile. Et pendant ma maladie, à l'hôpital, j'avais honte. Une grande activiste comme moi, je me retrouvais avec des patients qui disaient que ton histoire, c'est ce qui me rendait forte. Et cette honte-là m'avait vraiment touchée encore et m'avait redonné espoir moi-même. Et aussi, il y a eu beaucoup qui m'ont accompagnée. Okay. Le PNMLS, le programme, le PNLS et beaucoup des organisations. Il y a plusieurs organisations qui étaient là pour me soutenir. J'ai senti quand même entre nous-mêmes le PVVIH, les organisations qui sont déjà installées, qui se disent même en clandestinité, même sortis de la clandestinité, nous luttons contre cette maladie. Derrière les discriminations, les rejets et tout, nous luttons contre cette maladie. Et ce sont toutes ces personnes-là qui m'ont, mon église, mon pasteur. J'ai eu un soutien qui m'a vraiment, et ma famille biologique. J'ai un grand frère et 2 petites sœurs qui m'aiment beaucoup. Quand j'étais malade, ils étaient là pour me dire, tiens bon, tu as toujours été forte, tiens bon. J'ai reçu le soutien de toute la République, je peux dire. Là, je l'affirme, je pèse mes mots, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. J'ai été soutenue moralement d'abord. Tout le monde était avec moi. Tout le monde voulait que je vive. Et après la maladie, me voici, circulant pour dire encore qu'on peut vivre longtemps et en bonne santé avec ce virus dans nos sangs. Vous avez fait combien d'années déjà avec les virus? 29 ans. 29 ans. 29 ans. De 8 ans, aujourd'hui j'ai 37 ans. C'est d'ailleurs, je m'approche de mon anniversaire. Hein. Faut pas oublier le 15 juillet. Ok, c'est noté. Donc je m'approche de mon anniversaire. Donc j'aurai 37 ans le 15 juillet. Et j'affirme que j'ai 29 ans avec ce virus dans mon corps. Mais je suis en très bonne santé. Je suis heureuse. Pour venir parler comme ça, il faut être heureuse. Je suis dans la joie parce que aussi, j'ai le Seigneur Jésus-Christ en moi, qui m'a toujours fortifiée, qui m'a toujours protégée. C'est vrai, c'est pas facile. Oui. Et comment s'est passée la première apparition dans les médias? Parce que c'est pas votre première apparition en train de parler de ça. Comment c'était la première fois où vous avez apparu au grand jour devant vraiment des milliers de personnes? Voilà, c'était en JMT 2018. J'étais avec maman Olive à l'esplanade du Palais du Peuple. C'était la première fois ici au Congo aussi, la première fois qu'une jeune fille de moins de 35 ans, j'avais, je crois à l'époque 29 ans si je ne me trompe pas, on me demandait, on doit témoigner sur la tuberculose. Et comme je sortais de la tuberculose, j'ai été choisie pour témoigner d'une PVVIH qui a aussi vaincu la tuberculose. Je pense que les images et les souvenirs sont à la RTNC. J'étais à visage ouvert parce que d'habitude, on demandait à éteindre les caméras quand une PVV veut parler. Une PVV, juste, c'est une personne vivant avec le VIH. Mais moi, j'avais demandé ce jour-là que les caméras soient ouvertes. Et j'ai parlé de moi. Là, je témoigne, j'ai dit merci à l'époque à la première dame qui était maman Olive, qui était avec nous, parce que l'effet de l'avoir s'élevé pour acclamer pendant plusieurs minutes, ça m'a rendu fière et je me suis dit de continuer. Ma première apparition, c'était ça, mais après, j'ai reçu des messages disant bah, foutu un bon maladie. Il y a jusqu'aujourd'hui, tu vas voir, après là, il y aura des personnes qui vont écrire pour dire que c'est faux, c'est une fausse histoire. Mais je me demande quel intérêt
j'aurais pour venir mentir s'il y a un truc que dans mon pays d'abord on appelle sale. Olekino kana media oyo kolobanaza na VIH. Non. Et les répercussions autour des personnes autour de vous qui vous connaissez mais qui ne savaient pas. Est-ce que tout le monde autour de vous à l'époque en 2018 savait que vous en avez? Non, non. Surtout, je me rappelle, je ne sais pas si je pourrais dire ça. J'avais déçu le membre de la famille. Ma famille n'était pas pour. Ma famille n'était pas pour que je parle de ça comme ça, à visage ouvert, que j'étais atteinte du VIH. On le prenait comme une honte pour la famille. Comment tu peux passer dans les médias? Comment tu peux donner des témoignages sur toi vivant avec cette maladie qui est une maladie de honte? Mais au fur et à mesure que j'expliquais à ma famille que non, il faudrait savoir l'aspect actuel. C'est pas une maladie de honte, ce n'est pas une maladie spirituelle, c'est une maladie comme le palu. Est-ce que quelqu'un aura honte de lui parler que j'ai le palu? Non. Déjà avec tout le monde des transmissions. Prenons par exemple si aujourd'hui Emmanuela était née avec. Parce que moi, maman, j'étais négligente, j'ai pas pris les médicaments et que j'ai mis au monde un enfant atteint. Est-ce que cet enfant-là, demain, elle aura honte de parler de son statut? Non. Bon, au fur et à mesure que j'expliquais, c'est vrai que c'était pas facile. Les gens autour de moi, il y avait aussi une grande partie des gens qui m'ont quitté, qui m'ont abandonné, qui m'ont tourné les dos pour dire qu'à chaque fois qu'on va marcher avec toi, on va nous pointer du doigt. Et il y avait aussi des accusations du genre, tu es une bitch, tu t'es mal comportée, tu t'es prostituée, tu as eu la maladie. Bon, j'ai pris tout ça. Je savais qu'avant de m'afficher, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Et quel a été le moment le plus difficile depuis que, faut dire, vous vous êtes lancé dans cette lutte contre le VIH, sensibilisation, ou quelle a été la chose qu'on vous a dit que vous avez fait le plus mal? La chose qu'on m'a dit qui m'a fait le plus mal, c'était juste le fait d'un moment de se retrouver seul, loin de sa famille, parce que je devais faire face, soit j'arrête de passer dans le média, soit j'arrête de m'afficher pour sauver des vies parce que j'ai besoin de l'amour de ma famille. J'étais contrainte à ça. Et il y a aussi une fois où j'ai été victime du chantage. C'était le moment le plus douloureux pour moi parce que tout ce que je voulais, c'était avoir des gens autour de moi. Tu vois, avoir les gens autour de moi. Je sais que tous ces gens-là, qu'on rigole avec eux maintenant, c'est pour un moment quand ils vont partir, je vais prendre les médicaments, peut-être que j'aurai des effets secondaires et autres. Mais je voulais qu'ils soient là. Mais il y a eu un moment où on s'est retrouvés seuls. Et c'était des moments douloureux. Et ce sont même des moments, cette solitude-là qui a fait en sorte que, vous savez, j'ai parlé des signes du sida. Quand je fais le sida, ça a ouvert la porte au diabète, ça a ouvert la porte à la tension, ça a ouvert la porte à beaucoup de maladies. J'ai eu un rein qui a été bousillé. J'ai eu, en tout cas, ça a amené beaucoup de problèmes dans mon corps, mais cela ne m'a pas affaibli. Cela ne m'a pas affaibli. Vous êtes là. Oui, je suis là. Oui. Et les plus beaux compliments que vous avez reçus? Les plus beaux compliments que j'ai reçus, c'est que quand on est devant peut-être un patient ou une patiente qui s'affonce et qu'on fait l'accompagnement psy jusqu'à ce que le patient se remet à lui-même et le patient vous dit merci. C'est le plus grand compliment en fait. Tout ce que j'ai toujours fait, ça c'est toujours accompagné de merci. Et pour moi, il n'y a pas plus meilleur compliment que merci. Donc aujourd'hui, vous accompagnez des personnes vivant avec le sida, les VIH. Quel a été, ou vous avez un patient qui vous a le plus touché par son histoire, à qui vous pourrez partager avec nous ce soir? Waouh, je ne sais pas. Ils sont tellement beaucoup. Oui. En fait, à l'hôpital, je suis avec les patients grabataires. Quand je dis les patients grabataires, c'est donc quelqu'un qui désespère, qui peut-être se fait dépister en retard, qui peut-être n'était pas encadré pendant son traitement, qui a eu une mauvaise adhérence, qui n'a pas bien pris ses médicaments. Et cette personne se retrouve devant moi, qui lui dit de tenir bon, qu'il peut encore avoir une seconde chance. Donc, ils sont tellement nombreux. Là, je parle au nom du pays parce que je l'ai fait pour le pays. Quand vous allez à l'hôpital de l'armée du Salut, déjà, j'annonce que
Si dans ta famille, dans tes connaissances, tu as aussi un cas comme ça d'un ami ou une sœur qui perd déjà espoir, peut-être parce qu'il est dépisté VIH positif et qui s'est dit c'est fini. Non, si tu me suis, je te demande le plus vite possible de venir à l'hôpital. On peut encore faire quelque chose pour cette personne. Vos enfants savent que vous avez le VIH? Très bien, c'est une très bonne question. Pas seulement mes enfants. Ma fille, elle a 3 ans, mais c'est elle qui me donne les ARV. Okay. Maman, les réveils a sonné. Il faut prendre tes médicaments. Et quand tu la demandes, maman prend les médicaments pour qu'elle dise, ma mère prend les médicaments du VIH. Elle a 3 ans. En fait, j'ai fait cet aspect pour qu'elle comprenne. Je peux aujourd'hui mourir, partir, mais je sais qu'elle va rester combattante toute sa vie. Elle va rester activiste toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une personne affectée. Elle est petite, elle est née d'une mère séropositive, et au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va comprendre qu'est-ce qui est le VIH. Bon, ma mère a lutté avec un tel truc, moi également, je vais lutter contre ça, et elle va être aussi une force pour le pays, pour accompagner sa génération. Ma première fille, oui, elle peut lire dans les réseaux sociaux parce qu'elle est loin de moi. Elle peut lire dans les réseaux sociaux. Je me suis toujours affichée sur ce que je fais. Je le fais particulièrement, je le fais avec l'appui du gouvernement, je le fais avec l'appui des partenaires, dans les conférences, dans les églises, dans des hôpitaux, dans des universités, partout où on m'invite pour cette notion du VIH-Sida. Le PNMLS, qui est le programme, m'a toujours accompagné, mise en sécurité, pour que je puisse donner le vrai message du virus. Ok. Je dois aussi signaler que vous parlez, au-delà du français, le lingala, vous parlez l'anglais, le portugais. Vous avez fait beaucoup de pays. Oui. Vous pouvez nous parler des différents voyages que vous avez faits? Voilà, je fais des différents voyages dont je ne sais pas si je saurais citer, mais je vais juste faire une synthèse pour les 3 pays que je mis mes pieds, que je parle la langue, il y a l'Angola, où je fais 2 ans parce que je parle et j'écris le portugais. J'ai été au Nigeria parce que je vous ai dit que ma fille était nigériane, son père était nigérien, j'étais là-bas. Et j'ai fait la plupart de mon temps à Libreville aussi. Mais j'ai sillonné beaucoup de pays, donc mon parcours c'est ça et c'était pour chanter. Pour chanter, de nos jours, je suis en train d'expliquer un projet qui est... Vous savez, si aujourd'hui, le peuple congolais a un mauvais message du VIH, c'est Franco. Paix à son âme, Franco. Excuse-moi de t'accuser directement. Franco a chanté Sida ezali maladi mabe, Sida ebomaka, Sida bokono ya soni, Sida. Et comme les Congolais, nous aimons la musique, cette notion-là est quota. C'est entré, ça ne peut pas quitter. Et maintenant, après plusieurs années, à l'époque de Franco, je pense que je n'étais même pas encore née. Hein. Après plusieurs années, je me suis dit, j'ai trouvé des icônes dans la lutte qui sont des personnes de référence, qui vivent plus de 40 ans avec le VIH. Ils sont là. Je salue en passant, je vais citer Maman Aline, qui est une grande activiste, qui à son époque a chanté une chanson genre qu'on va intituler, on a toujours intitulé l'hymne national des personnes vivant avec le VIH. Et de nos jours, je suis en train de travailler pour vulgariser cette hymne national, pour qu'elle devienne vraiment une chanson qui sera chantée dans des formes, dans des normes pour la sensibilisation. C'est un outil de sensibilisation, la musique. Tu sais, au Congo, Meta, toi et moi, on peut parler comme ça. Quelqu'un voit et puis il zappe. Oui. Mais quand c'est la musique, il va écouter, il danse d'abord, il va d'abord danser avant de savoir qu'est-ce que cette chanson-là dit. Au fur et à mesure de suivre la mélodie, et il va faire son intention pour dire « Ah, la chanson disait ceci, et si dans cette chanson on parlait du VIH, il aura la notion de base. » Si c'était une personne qui refusait le dépistage, il va se trouver important de se faire dépister pour se connaître. Et si aussi c'était une personne qui faisait genre, ne faisait pas attention au traitement, il va réparer. Donc ça. Est-ce que vous pourrez nous faire un acapella rapide là? Un acapella rapide. Oui. Ok. Sida, nous te vaincrons.
Sida, nous te vaincrons. Sida, nous te vaincrons. Sida, nous te vaincrons. Ini, nous te vaincrons. Sida, ini, nous te vaincrons. Ini, nous te vaincrons. Ini, nous te vaincrons. Sida na Congo tokolonga yo. Oh, oh, oh. Sida tokolonga yo. Sida tokolonga yo. Sida tokolonga yo. En plus, vous avez une très belle voix. Merci. Ok. Petit à petit, on tend vers la fin. C'était un réel plaisir. Mais vous avez des messages d'abord à donner à vos 2 filles. Parce que vous avez 2 enfants, 2 filles. Un message vous êtes face à votre caméra. Quel message vous allez leur dire? Premièrement, je vous aime. Vous êtes ma force. Là, je parle de Grace et Emmanuela. Je sais peut-être que Emmanuela aujourd'hui est trop petite pour comprendre qu'est-ce que maman est en train de faire. Mais peut-être que demain, je ne serai pas là et qu'un jour, elle se retrouvera sur l'une des émissions de Meta Raconte. Elle va savoir que sa maman était vraiment une battante, que sa maman n'avait pas baissé les bras pour lutter contre cette maladie. Et à Grace, de là où elle se trouve, je ne sais pas, on a entamé une enquête pour essayer de savoir précisément là où elle était. Parce que ça fait plusieurs années, ça fait plus de 8 ans que j'ai pas ces nouvelles. Mais il se peut qu'un jour, ou encore 2 de ces 4 matins, qu'elle suive cette émission, il faudrait qu'elle sache que maman n'a jamais cessé de l'aimer. Et quand je sors de mon mur comme ça, c'est pour que vous êtes des femmes. Attention les filles, vous êtes des canons de transmission. Hein. La femme que vous êtes, j'ai toujours pris le VIH comme une féminité. Nous sommes les personnes les plus vulnérables à la transmission du virus. Soyez sages. Soyez sages. Je vous aime, c'est tout. Alors un message à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre, à toutes ces jeunesses congolaises qui n'est pas très conscient de ça, de tout ce que vous avez tellement dit, beaucoup de choses au début, mais un dernier conseil à leur donner. Voilà. Ce message sera directement à toute la population congolaise. Très chers Congolais, en dehors de notre pays, le VIH n'est plus un tabou. Pourquoi? Parce que le vrai message qui dit VIH et SIDA sont 2 choses différentes. Pour ceux qui ont déjà été dépistés VIH positif, ne désespérez pas. Prenez vos ARV. Pour ceux qui n'ont pas encore été dépistés, écoutez-moi attentivement. Aussi longtemps que vous continuez à vivre comme des ignorants, vous êtes un danger pour la République. Vaut mieux se connaître pour protéger son entourage et se protéger soi-même. Parce que c'est quand je connais mon statut sérologique que je vais prendre mes ARV et bien les prendre pour rester longtemps en bonne santé. Malheureusement pour moi qui ne connais pas mon statut, si je l'ai, je vais aller dans un salon de coiffure, là où je vais contaminer plusieurs autres personnes après mon passage. Si je suis une femme, je vais mettre au monde des enfants qui auront la maladie, pendant que nous voulons un Congo sans sida. Population congolaise, ayons le courage de se faire dépister. C'est gratuit. Autant cette peur qui nous fait dire que non, vaut mieux na kufa, parce que c'est un langage congolais, vaut mieux na kufa na ebite ke na zanango, non. Fais le test et quand tu es positif, prends tes ARV, prends le bien jusqu'à supprimer la charge virale. Quand il arrive que tu tombes malade, ne t'inquiète pas. Si tu étais aussi ignorant que tu n'avais pas une bonne adhérence, que ce message te trouve alité ou grabataire, il y a encore une chance. Viens à l'hôpital, on va te soigner. Et on va t'apprendre comment avoir une bonne adhérence, comment supprimer sa charge virale, comment vivre longtemps et en bonne santé. Le VIH n'est pas le sida. Le VIH ne tue pas. D'ailleurs, avec le VIH, nous avons 2 médecins. Nous avons
toute race de personnes. Le VIH est dans ta maison. C'est toi peut-être qui te fait allusion pour dire que Coco t'es pas nangaté. Mais si ton ami en a, si ta sœur, toute la RDC, nous sommes des personnes affectées. Parce qu'un membre de famille, un de nos amis, se peut qu'il ait ce virus. Alors, le seul et unique message que je pourrais donner à mon pays, ayons le courage de se faire dépister. Mieux vaut qu'on puisse se connaître pour se protéger et protéger son entourage. Merci. Et aussi, j'aimerais bien que vous puissiez lancer un message à cette catégorie de personnes qui sont conscientes du fait qu'ils en ont, mais à cause de la colère, ils se disent, je vais donner à d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes comme ça, on voit, c'est vrai que la plupart de ce qu'on voit dans les films, moi je pense que c'est une réalité aussi, la colère, tout ça, par le voie de transmission. Par exemple, vous avez eu par un parent ou encore par un conjoint et ils se disent, je vais donner aussi à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Voilà. Écoutez-moi attentivement. Nous avons la loi portant protection de la personne qui vit avec le VIH. Sur cette loi-là, il y a une part de ces personnes qui nous discriminent, de ces personnes qui nous rejettent. Il y a une part où l'État leur demande de ne plus faire ça. Et aussi à nous, personnes vivant avec le VIH, consciemment, parce qu'on m'a dépisté VIH positif, je me dis que je vais devenir assassin pour détruire la vie des autres. En tout cas, ne t'en fais pas. J'ai toujours dit quelque chose, que la justice de Dieu existe. Parce que les personnes que toi tu pars contaminer, qui te dit qu'ils n'ont pas le virus? Il peut aussi être des personnes inconscientes qui ont des virus mais qui ne savent pas et qui vont te surinfecter. Okay. D'ailleurs, c'est toi, quand tu es surinfecté, c'est toi qui vas vite mourir. Donc, on n'a jamais su, à moins que tu aies une histoire relatée comme moi, on n'a jamais su où nous avons attrapé le virus. Non, on n'a jamais su. Était-elle dans un salon de coiffure? Est-ce que je suis née avec? Est-ce que je l'ai eu par les objets tranchant-souillés? Est-ce que je l'ai eu par les sexes? Cette question, c'est une question qui n'aura pas de réponse. Alors, au lieu de te faire du mal pour dire que je vais aussi aller transmettre, vaut mieux prendre tes ARV pour rester en bonne santé pendant longtemps. Okay. Arrêtons de le faire pour nous qui le faisons. Merci beaucoup. Alors, un petit mot de la fin. Et aussi, vous avez droit à des dédicaces. Hein, pour saluer qui vous voulez. Oui, les Mabanga, comme on dit. Les Mabanga. Oui. Premièrement, les premiers Libanga, je l'ai toujours jeté, ou bien je l'ai toujours donné avec beaucoup de reconnaissance et à mon Dieu. C'est lui qui permet que jusqu'à nos jours, je sois vivante et en bonne santé. Parce qu'il y a eu, quand je fais le sida pour en guérir, ce n'était pas facile. Il y a de ces personnes qui ont fait la maladie et qui sont parties. Mais moi, mon Dieu, qui est le créateur du ciel et de l'univers, m'en a guéri. Je fais le sida et je suis guérie du sida. Et je continue à lutter contre le VIH-sida. C'est un merci d'abord que je dis à Dieu. Et ce courage et cette grâce que j'ai de passer dans les médias pour sauver des vies. Je sais qu'il y a une personne peut-être qui ne savait pas, n'avait pas toutes ces informations, qui commençait aussi à s'enfoncer, mais qui peut reprendre espoir. Et je pourrais encore dire que à mon pays, le gouvernement, parce que je ne travaille jamais seul. Okay. Ne t'en fais pas, Meta. Quand je suis ici, je le contrôle de ma langue. Il y a ICOP+, qui est mon organisation, qui suivent ce que je dis. Je suis chargée de programme chez Oasis RD Congo, qui est une ONG LBQ, là où je suis chargée du programme. Et je salue le programme, le PNLS, le PNMLS, qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours recadré, même quand je vais aller de côté, on me montre les syllabus, voilà, ici tu dois dire ça. Et toutes les plateformes, là, il y a la communauté internationale des femmes et jeunes filles vivant avec le VIH, qui est ICW, qui est d'ailleurs ma porte d'entrée dans la lutte. Il y a ma famille biologique, mon église. Je ne saurais pas citer des noms de tout le monde. Vous savez combien je vous aime beaucoup, combien je vis avec vous positivement et combien d'amour que vous me donnez qui a toujours été réciproque. Et merci
à Méta Raconte qui un jour m'a juste écouté et m'a fait cette opportunité de faire transmettre le message. Là, je nous demande d'être attentifs dans le média et tout, d'attendre cette chanson qui sera un outil de sensibilisation parce que nous devons sensibiliser. Et je sais qu'à travers la chanson, on va atteindre les extrémités de la RDC. Je ne peux pas me déplacer, mais avec ta petite radio, même si tu étais à Inongo, tu vas mettre la radio et tu vas écouter cette chanson de sensibilisation que nous sommes en train de préparer à lancer. Merci beaucoup à tous qui m'ont suivi. Ne vous en faites pas. Si vous voulez avoir encore mon histoire, vous voulez parler avec moi, Méta va mettre mon numéro de contact. Je suis ouverte. Surtout que je suis à l'hôpital, que je fais l'accompagnement, je suis permanent. Je suis ouverte pour ceux qui veulent poser des questions. Pour ceux qui vont dire que non, on veut qu'elle revienne parce que cette côté... Elle reviendra si vous voulez. En tout cas, ne vous en faites pas. Je suis là, disponible et ouverte pour cet outil de sensibilisation qui est le média. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, comme Madame Dorcas l'a dit, toutes les questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Elle viendra très sûrement vous répondre. Alors, c'était un plaisir pour moi de présenter encore cette nouvelle édition des Méta Raconte. Dites-nous en commentaire et surtout, reliez les messages pour que le plus grand nombre de personnes puissent nous suivre. Alors, moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bye bye.